Bienvenue sur Ici Éco. Le ministre sortant des Finances, Youssef Al-Khalil, a signé depuis quelques jours une décision visant à accorder une indemnisation temporaire à tous les fonctionnaires actifs et à la retraite sur la base du décret correspondant 13 020. Les sommes liées au calcul de l'effet rétroactif seront payées au cours de la dernière semaine du mois de mars, plus précisément à partir du 22 mars 2024. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le Conseil des ministres a validé le 28 février une hausse des salaires des fonctionnaires variant entre un montant minimum de 400 $ à un maximum de 1200 $. Cette mesure s'applique de manière rétroactive à partir du 1er janvier. Les salaires seront versés en devise américaine. D'autre part, le projet de restructuration du secteur bancaire libanais reste un dossier chaud. Le document de 60 pages prévoit également un volet qui organise la répartition de plus de 70 milliards de dollars de pertes ou dettes financières du pays. Un des principaux chantiers que le Fonds monétaire international recommande aux autorités de gérer. Ce plan pourrait être déjà enterré compte tenu de la forte opposition qu'il suscite au sein d'une partie du gouvernement. Mais le Premier ministre semble malgré tout déterminé à le faire adopter. Bien voilà, durant cet épisode, nous nous penchons sur la question très controversée de la restructuration des banques ainsi que sur les impacts dangereux sur l'économie du pays avec le professeur Alain Hakim qui est ancien ministre de l'économie et du commerce au Liban. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Monsieur Hakim. Donc, professeur, je commence avec vous directement en ce qui concerne la décision qui a été prise par le Conseil des ministres le 28 février pour mettre fin à la grève des fonctionnaires, une hausse des salaires des fonctionnaires variant entre un montant minimum de 400 $ jusqu'à 1200 $. Donc, d'une façon aléatoire, non structurée, non étudiée, est-ce qu'on est devant une nouvelle grille de salaire? Bien entendu, nous avons déjà eu cette expérience en 2018 où il y a eu une augmentation de la grille des salaires aléatoire et, si je peux dire aussi, sans aucune prévision et sans aucune faisabilité, ce qui a entraîné automatiquement en ce temps-là une hausse énorme au niveau de la masse salariale du secteur public. En prenant en compte aussi un point essentiel, c'est le volume du secteur public d'une manière générale, qui est énorme. En moyenne, que ce soit en termes de volume ou en termes de nombre, ça s'étalerait entre 20 et 30% dans un état plus ou moins normal. Chez nous, nous sommes entre 50 et 60%. Ce qui est catastrophique. Ce qui est catastrophique et qui entraîne automatiquement des répercussions énormes. D'ailleurs, cette échelle des salaires en 2018 a été une des principales causes de la crise économique. Expliquez-moi pourquoi. Parce que l'impact au niveau de la masse monétaire a été énorme. En même temps, il y a eu une hausse du pouvoir d'achat qui a automatiquement été reflétée négativement au niveau donc de l'économie d'une manière globale. Une hausse des prix, bien entendu, et en prenant en compte d'une manière managériale, gestionnaire si on veut, de base, personne n'augmente les salaires sans avoir l'effectif public, aussi l'effectif total. Sans savoir pourquoi. Quel est notre effectif total? Sans voir la productivité. Certainement. Sans savoir à qui. Et bien entendu, sans aucune valeur ajoutée. Et ceci a été donc, et a eu des répercussions immédiates, surtout que l'État, qui est une entreprise en fin de compte, était dans un état déplorable au niveau financier et économique. Donc ça a été un coup de massue en plus qui est venu et qui s'est abattu sur l'État libanais. Cette fois, le gouvernement sort dire que le financement de la hausse des salaires est assuré et que le gouvernement se tient au plafond des réserves budgétaires dédiées aux aides pour les employés du secteur public. Il est en train de se baser sur la dévaluation de la livre libanaise et bien sûr l'augmentation du pouvoir d'achat à travers la monnaie étrangère qui est bien sûr le dollar américain, en essayant d'améliorer un petit peu au niveau des salaires d'une manière globale. Nous parlons de trilliards de livres libanaises, ce qui est énorme. Cette masse, bien entendu, va être plus ou moins résorbée à travers les devises étrangères. Parce qu'en fin de compte, nous ne parlons que de 200 millions à 250 millions de dollars plus ou moins. Mais néanmoins, aujourd'hui, dans l'état dans lequel est l'État libanais, nous ne pouvons pas nous... C'est énorme, nous ne pouvons pas nous le permettre. Ils sont en train de se baser, encore une fois, sur les réserves de la Banque du Liban et sur le pouvoir de la Banque du Liban, qui a plus ou moins
reconstruit une petite partie de ses réserves obligatoires durant la dernière période. Revenons en 2017, la Commission des finances et du budget, en coopération avec l'inspection centrale et le service de la fonction publique, a procédé à un recensement des profils des effectifs des administrations publiques. Ce recensement a révélé l'existence de 32 000 emplois illégaux. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, vous êtes pour un lifting du secteur public, et qui refuse ce lifting? Le parti que je représente, qui est le parti Kataeb, a été clair en 2018. Et nous avions donc présenté une demande qu'il y ait une étude qui soit faite par des entreprises et une entreprise étrangère ou des entreprises étrangères au niveau de l'évaluation et de l'analyse. Donc parlons des performance, effectifs. productivité. Voilà, et nombre, bien entendu. Et bien entendu aussi en termes de segmentation du personnel existant dans le secteur public, parce que comme nous savons, il y a une masse qui peut-être ne pas exister, il y a une masse qui vient et qui ne fait rien. Donc au niveau de tous ces différents segments qui forment le secteur public, il y a un besoin de nettoyage. Et tant que ce nettoyage n'aura pas lieu, nous ferons face au même problème que nous avons aujourd'hui. Tant que nous parlons de l'État-providence. Mais qui est contre ce nettoyage? Aujourd'hui, la masse du secteur public en termes volume et nombre, automatiquement est représentée par simplement, bien entendu, les deux grands partis de Amal et de Hezbollah. Il faut être clair. Donc vous voulez me dire que la décision qui a été prise par le Conseil des ministres le 28 février passé, est une décision aussi grave? Extrêmement grave, mais néanmoins qui est en train d'être aujourd'hui plus ou moins contenu à travers la Banque du Liban, à travers donc l'injection de la Banque du Liban qui se permet automatiquement, suite à la reconstruction de la réserve obligatoire, qui est aujourd'hui montée de 800 000 ou 850 millions de dollars, automatiquement elle se permet ceci. Donc ceci peut être, si vous voulez, amorti sur la période à venir. Jusqu'à quand? C'est la question. Mais c'est toujours, on achète aujourd'hui, toi? C'est toujours l'expectative qui est la solution pour ce gouvernement et pour ceux qui dirigent ce pays, malheureusement. Je n'ai jamais pu comprendre le Premier ministre sortant, Najib Mikati, il continue à acheter du temps. Pourquoi? Il n'y aura jamais de solution économique au Liban sans une solution politique. Dire donc, solution politique, c'est dire... Dans l'attente de la solution politique, ne me dites pas aujourd'hui élire un président, etc. Non, je parle d'une solution politique. C'est plus profond. Oui. Voilà, la solution politique qui est bien entendu une entente qui aura lieu au niveau extérieur et qui va se répercuter peut-être sans aucune priorité, vers le Liban, en faveur de ce front, donc le front du refus, qui va autant que possible, je ne sais pas qui est à l'intérieur, en fin de compte, qui restera à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui nous remarquons que le courant patriotique libre est en train de prendre ses distances. Donc automatiquement, ceux qui forment ce front seront, à mon avis, les bénéficiaires premiers. D'où aujourd'hui la nécessité de ce que nous faisons au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, il faut être clair que nous sommes, que le pays est kidnappé. L'État a été kidnappé par ces deux forces, et non pas au niveau politique, ni au niveau électoral, ni au niveau service présenté, ni au niveau position, mais au niveau des armes. Donc il est clair qu'aujourd'hui nous sommes sous la tutelle de ceci. Mais dire aujourd'hui tutelle et kidnappé, etc., mais aussi la communauté internationale ici est responsable. Non, moi je dirais que la communauté internationale suit, elle est complémentaire. Les principaux intéressés, c'est nous. Nous, en termes de force vive du pays, force souveraine, qui devons autant que possible montrer que nous existons, que nous voulons autre chose, que nous refusons ce qui se passe et que bien entendu nous cherchons à établir un état de droit. Voilà, moi, la responsabilité, je dirais 90% de cette responsabilité retombe sur nos épaules, nous Libanais, nos voix, notre façon d'élire nos représentants, bien entendu nos convictions. Ce qui n'est pas le cas. Mais néanmoins, il faut qu'on le soit, parce que tant que ce sera comme ça, nous serons dans l'état actuel des choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le gouvernement, la Banque du Liban et le ministère des Finances, aucune de ces entités ne souhaite assumer la responsabilité au niveau du relèvement du taux de change. Aujourd'hui, les institutions sont complètement paralysées. D'où aujourd'hui ce vide. Et si on veut ce désordre auquel nous assistons, qui est un désordre institutionnel,
Donc nous revenons à la base. La mise en place des institutions d'une manière adéquate et le respect des échéances institutionnelles et constitutionnelles permettrait de rétablir un ordre à tout ceci d'une manière globale. Parce qu'aujourd'hui, n'ayant personne de responsable, tout le monde est responsable, mais en même temps, tout le monde est irresponsable. Aujourd'hui, si nous prenons le gouvernement, c'est un gouvernement automatiquement sans prérogative. Si nous prenons la présidence de la République, elle n'existe pas. Si nous prenons le Parlement, il ne veut pas assumer lui seul tout ceci d'une manière globale, en prenant aussi en plus la politique monétaire qui est faite par la Banque du Liban, où aujourd'hui nous avons un gouverneur par intérim aussi qui ne veut pas assumer la responsabilité de tout ce qui se passe, bien entendu. Donc si nous ajoutons et on additionne tout ceci, nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a une perte totale de la décision, ce qui se répercute, bien entendu, sur les déposants. Avec un taux de change à 89 500 livres libanaises aujourd'hui pour le dollar sur le marché parallèle et à 15 000 pour le dollar, le haircut ici dépasse les 70% à peu près. C'est énorme. Mais aussi augmenter le taux de change, passer à un taux de change de 15 000 à 25 000 sans contrôle de capitaux, donc augmentation de la masse monétaire, donc augmentation de la demande sur les billets verts, donc répercussions sur les livres libanaises. Donc ça doit se passer comment? Il faut qu'il y ait automatiquement une seule conversion monétaire. On ne peut pas en avoir plusieurs. Là, okay, on ne peut pas continuer comme ça. Avec des taux de change multiples. Voilà. 2, on ne peut pas avoir deux genres de monnaie étrangère en devise américaine. On ne peut pas. Ça ne peut pas dire dollar voilà. bancaire. On ne peut pas continuer, malgré que le plan le stipulait, était en train de l'écrire, ce qui est aussi une aberration en général. Néanmoins, il faut trouver des solutions et rapides. Malheureusement, ça fait 4 ans qu'on ne fait rien. Qui décide, on est dans l'inaction. Le taux de change officiel aujourd'hui? Aujourd'hui, le taux de change est tenu par la Banque du Liban, bien entendu. Mais ce n'est pas l'offre et la demande. Mais c'est bien sûr, prenons en considération la situation actuelle. Bien sûr, le contrôle est en fait tenu par la Banque du Liban, qui elle gère plus ou moins le flux et l'influx, etc. Donc, à ce niveau-là, si nous ne nous permettons pas d'avoir un taux de change unifié et en même temps d'avoir une unification des devises que nous considérons aujourd'hui, et par ce qui est une aberration, encore une fois, économique, nous ne pourrons aboutir à rien. D'où je reviens à la question de la solution politique qui va se répercuter sur la solution économique. Si nous prenons l'exemple de l'Égypte actuellement, nous remarquons ce qui s'est passé, et nous voyons que l'Égypte était en train de chuter peu à peu au niveau d'une pente assez difficile, qui l'a récupéré. Tout en prenant en considération que l'Égypte a signé un accord avec le Fonds monétaire international. Voilà. Et l'Égypte aussi, à un moment donné, avait appliqué toutes les réformes, ou bien la majorité des réformes qui ont été imposées par le Fonds monétaire international. Justement. Il ne faut pas oublier que le FMI n'est pas seulement apporteur de finances, il est aussi catalyseur de finances. Le dossier le plus chaud, le projet de restructuration du secteur bancaire libanais. Donc, 60 pages, différents volets qui organisent la répartition de plus de 70 milliards de dollars, dire perte, dire dette, etc. Mais vous dites quoi à propos de ce projet de loi dont nous savons pas aussi qui est le parrain de ce projet-là? Est-ce que c'est Najib Miat et c'est Saad Echim, mais c'est les banques, c'est la Banque centrale, c'est la commission de contrôle, c'est qui? Si vous permettez, je souris toujours quand j'en parle, si vous permettez, d'abord, permettez-moi d'assurer une chose. Le plan est tombé. Certainement. Le plan ne se relèvera pas, je peux vous l'assurer. Aujourd'hui, il sera... Enterré ou tombé? Enterré. Tombé et enterré, bien entendu. Le second point, c'est que ce plan, d'une manière globale, ne sera plus appliqué. Pas celui-là seulement, ni autre plan. Nous aurons des plans, ou plutôt des solutions par cas, par besoin. Mais qui a préparé ce plan? Je vais arriver, je commence par le début. Ensuite, le plan, je ne peux que le définir par un seul mot, c'est un plan orphelin. Parce que tout le monde s'est lavé les mains à la façon... Mais c'est l'exécutif qui l'a présenté. Mais c'est M. Saad Echim qui l'a présenté. À la façon de Ponce Pilate. Oui. Je ne sais pas si M. Saad Echim fait partie de l'exécutif, en fait. C'est un point d'interrogation que je me pose. Certainement. Mais vous étiez ministre de l'économie. Oui. Nous savons très bien, quand un ministre présente un projet de loi, il en est responsable. Donc, c'est M. Saad Echim qui a présenté ce projet de loi. Bien sûr. Donc, il est le papa
de ce projet de loi. Bien Et sûr. aussi, comme vous avez bien mentionné, nous ne savons pas si M. Saad Echimi travaille pour l'exécutif libanais, Voilà, ou bien pour le Fonds monétaire, voilà. ou bien pour... En gardant en tête, Pour qui peut-être pour le duo dont on parlait justement, parce que je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, le plan consistait en quoi en fait? Le plan consistait en fait d'abord à s'assurer, avant de s'assurer, que la BDL efface bien sûr les dettes des banques. Certainement. Donc, automatiquement, ceci va entraîner un problème immense de revenus à ce niveau-là, malgré que les banques aujourd'hui sont en train de recevoir un minimum qui leur permet une certaine survie. La seconde chose était demandée, c'était la dilution des actionnaires actuels, et bien sûr avec en tête le remplacement d'actionnaires nouveaux. Nous revenons au plan Hassan Diab. Voilà. Avec les 5 nouvelles banques. Voilà. Avec ensuite une promesse pour enjoliver le tout, d'avoir 100 000 $ pour les dépôts avant 2019 et 36 000 $ pour les dépôts après 2019. On se poserait la question, on encaisserait ces dépôts. D'abord comment profite et combien de temps pour tout ceci. Donc distinction entre les deux monnaies. Avec aussi ici déposants éligibles et déposants Exactement. éligibles. Donc ce qui est aussi contre la Constitution. Confusion totale, ce qui est le cas de la 166 plus ou moins aujourd'hui actuellement. Et en fin de compte, la cerise sur le gâteau, l'imposition des banques étrangères. Obliger les banques étrangères à payer les dépôts dans leur totalité. Quelles banques étrangères? Qui sont-elles? Qui sont-elles? D'abord 2, 3. Donc automatiquement, la question qui se pose ici, et je suis sûr que le FMI n'avait pas un doigt dans ceci, et ne voulait pas ceci, à mon avis personnel. Maintenant, ça peut être Mais le autre chose. Fonds monétaire a changé d'avis. Voilà. Justement, et en même temps, le ministère des Finances... Les directions, durant les négociations, ont changé. Justement. Et le ministre des Finances libanais sortant a aussi montré qu'en fin de compte, il repoussait ceci. C'est ça. Au cœur de ce projet, la création d'une autorité spéciale pour la restructuration des banques dotées d'un pouvoir étendu, incontestable devant les tribunaux. Ces membres devraient être bien nommés par décret sur recommandation de la Banque du Liban, une porte ouverte au clientélisme politique. Bien entendu, si on vend au plus cher, c'est vendre le secteur, qui est un secteur extrêmement prometteur, au plus cher. Deuxièmement, le plan lui-même, selon les points que je viens d'énumérer, avait 2 cibles. Les propriétaires des banques c'est-à-dire elles-mêmes, et en même temps les déposants. Donc nous avions fait d'ici d'une pierre 2 coups, qui étaient donc assommer les actionnaires et les banques libanaises, qui sont bien entendu la base de l'économie, même dans leur état actuel, et j'insiste dessus, et en même temps, bien entendu, les déposants, qui ne se retrouveraient plus dans ce chaos total. Professeur, expliquez-moi la différence entre dépôt éligible et dépôt non éligible. Bon, moi, je ne saurais pas, franchement... Vous êtes banquier? Je sais, non, enfin, oui, bien entendu, mais je ne sais pas le faire entre éligible... Enfin, je le sais, mais logiquement, scientifiquement, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, quand on a des dépôts, ou on a des dépôts, ou on n'a pas de dépôts. Maintenant, le fait de vouloir escamoter les dépôts, le fait de vouloir diluer les dépôts, est justement une raison pour ceci. Certains sont sortis dire non, il faut séparer entre dépôt légal et illégal. Bon, ce point est très important parce qu'il y a un point dans le plan essentiel qui est s'assurer de l'origine des fonds. Retourner à 30 ans, à 20 ans, 25 ans Premièrement, ce qui est impossible. Ensuite, qui va le faire? Qui est l'enquêteur qui est en charge de ceci? Excusez-moi. La BDL, je ne crois pas. Il faut demander à M. Mansouri, qui sûrement va vous dire ça. Je n'ai rien à voir dans ceci. Mais le plus important, c'est de savoir. Aujourd'hui, nous parlons de dépôts qui viennent d'expatriés et d'émigrés. Et en général, ces dépôts incluent l'Afrique. Et l'Afrique, en général, est représentée par notre communauté chiite. Donc, dès qu'on a entendu ceci, il y a eu automatiquement la levée de boucliers chiites à ce niveau, qui ont communiqué à ceci acquis de droit, d'où la sortie de M. Ali Hassan Khalil durant un programme à la télévision, dans lequel il s'est automatiquement désisté de ce sujet et il a automatiquement pris ses distances. Ce qui veut dire que, nous revenons à l'idée principale en début du programme, le duo gère les choses. Quand c'était en son avantage,
Ils ont fait défaut de paiement, ils ont fait ce qu'ils voulaient, et aujourd'hui, ils font le freinage à travers leur présence à la BDL d'une manière indirecte, et aujourd'hui, au niveau du plan de sauvetage, qui sont en train de automatiquement revenir en arrière. Expliquez-moi, parce que trop de nos téléspectateurs ne savent pas, ça veut dire quoi un coupon zéro? Il est également question d'émettre des obligations à coupon zéro. Ça veut dire quoi un coupon zéro? C'est-à-dire, automatiquement, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a aucun... C'est justement pour le capital, simplement. Mais néanmoins, ceci n'est pas... C'est applicable? Ce n'est pas applicable. Il n'y a pas de possibilité de faire ceci aujourd'hui, actuellement. On est en train d'inventer des outils, justement, encore une fois, pour diluer et pour détruire ce qu'il y a aujourd'hui, actuellement. Parce que, bien entendu, si vous ne détruisez pas, vous aurez des traces de ce qui a été fait. D'où l'importance de l'audit financier qui a eu lieu et que nous essayons, autant que possible, d'évaluer et d'analyser. Ma dernière question, si vous permettez, en ce qui concerne la décision qui a été prise par le Conseil d'État, qui a arrêté l'annulation de la décision qui a été prise par le gouvernement sortant, en ce qui concerne la suppression d'une grande partie des engagements des devises étrangères de la Banque du Liban envers les banques. Vous vous attendez à quoi? C'est une application logique, claire et nette, scientifique, mathématique, on pourrait dire, qui reprend le droit au niveau général. Et c'est un grand pas en avant de fait que ceci ait lieu. À la limite, je suis un petit peu étonné, mais néanmoins, il y a un point... Étonné parce qu'en général, on est habitué aux décisions qui soient toujours négatives. C'est une décision positive à laquelle nous applaudissons et qui est en train automatiquement de mettre en relief le droit de chaque partie à ce niveau-là. Donc, ça ne peut être que positif. Et bien entendu, ce serait un précédent. C'est un précédent au niveau économique et au niveau financier. Vous savez très bien que l'État n'a pas de l'argent pour pouvoir payer aujourd'hui la Banque centrale. L'État est le seul et unique responsable de tout ce qui a lieu aujourd'hui actuellement. En premier lieu, par rapport aux 4 années perdues dernièrement. Si jamais il y avait une responsabilité sur quiconque, inclus les déposants, supposons, cette responsabilité est diluée complètement et automatiquement obsolète vis-à-vis de l'inaction de l'État durant 4 ans. Ce qui est irresponsable et incroyable en termes de gouvernance et de transparence au niveau d'une crise telle que celle que nous avons. La normalisation du secteur bancaire est une nécessité actuellement, quelle que soit sa nature. Si les banques vont commencer à rembourser la normalisation du secteur bancaire est la solution à ce que nous avons aujourd'hui. N'oublions pas que la normalisation bancaire en Grèce a eu lieu 5, 7 jours, 8 jours ou 2 semaines après la crise. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est en train de discuter du sexe des anges sans aucun résultat. Si je vous dis le 9 mars, ça vous dit quoi? La date du défaut de paiement. La date du défaut de paiement. Depuis quelques jours, voilà. Nous avons fêté le 9 mars. Voilà. L'aberration, c'est que le défaut de paiement qui a eu lieu par manque d'argent, soi-disant, entre guillemets, nous a coûté. Attendez, a été suivi par un programme de subvention qui nous a coûté les yeux de la tête. Plus que 20 milliards de dollars. Dont le paiement de notre dette aurait été peut-être, je ne sais pas moi, je n'ai pas fait le calcul, mais disons 5% de ce qui a été dépensé. Revenons à la politique ici. Nous revenons à la politique. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y aura jamais de solution économique sans une solution politique. Deuxième point à prendre en considération. Tout cela a été en faveur de qui? Deuxième point à prendre en considération, l'économie est le vide. Donc voilà pourquoi nous avons un petit peu de... Nous permettons d'avoir Mais si le vide était planifié? Voilà. Non, le vide aujourd'hui, le vide n'est pas planifié. La destruction était planifiée. Le remplacement était planifié. Le vide actuellement, c'est justement parce qu'il n'y a rien entre les deux échéances. Aujourd'hui, la destruction du secteur était donc voulu. Aujourd'hui, il est voulu le remplacement des actionnaires actuels. Est-ce qu'on peut nier aujourd'hui que la destruction est venue en faveur d'une nouvelle économie parallèle? Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas eu lieu. Il y a des essais, mais bien entendu, l'opposition est là pour faire face à ceci. Avec tout ce qui se passe avec le Card El Hassan, avec tout ce qui se passe avec l'économie parallèle, avec l'évasion fiscale, avec la contrebande qui continue, etc. Justement, tout ça a lieu, comme nous le disions justement un peu à l'avance. C'est le duo qui est en train d'en profiter. Plus ou moins le front de refus, si nous voulons, dans son ensemble, qui représente, bien entendu, l'Iran,
nous soyons clairs à ce niveau-là, parce que l'Iran a besoin de ces canaux officieux pour pouvoir subsister, bien entendu, d'une manière globale, et bien pouvoir faire subsister ses organes militaires au niveau de toute la région, d'une manière globale. Nous participons à ceci. D'ailleurs, les subventions auxquelles nous avons dépensé des sommes énormes en termes de réserves obligatoires ont été en grande partie, en termes énergétiques et autres, au niveau de ce fonds du refus. Donc le seul qui profite de tout ceci, c'est bien entendu Hezbollah. Vous allez vous retrouver donc avec Gebran Bessil, qui a décidé de faire marche arrière aujourd'hui? C'est plutôt lui qui va se retrouver avec nous, bien entendu, et bien sûr, nous souhaitons ceci. Nous souhaitons ceci. Son attaque continue aujourd'hui contre les Hezbollah, donc ce qui se passe au sud. Nous espérons qu'il reprenne sa place auprès des souverains et que nous puissions donc reprendre ce combat ensemble. C'est un souhait d'ailleurs, mais espérons que ce soit le cas. Espérons aujourd'hui aussi que la guerre au sud s'arrête. Bien entendu. Parce que le coup est aussi dangereux. Bien entendu. Et vous dites quoi à la fin de cette émission? Je dis que malgré tout ce qui se passe, c'est un pays prometteur. Nos capacités sont énormes. Nous avons des possibilités au niveau donc personnel et au niveau même étatique. Et j'insiste dessus, malgré l'état actuel de l'État. Mais continuez avec le mais. Mais malheureusement, il nous faut la volonté politique. Et cette volonté politique, il faut l'arracher. Voilà. Alaa Hakim, vous êtes ancien ministre de l'économie et du commerce au Liban. Je vous remercie. Merci à vous. Bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.